fermez les yeux un instant. Écoutez. Vous entendez peut-être le bruit de la circulation, le ronronnement de votre ordinateur ou simplement le silence dans votre chambre. Mais si vous pouviez entendre l'infiniment petit, si vos oreilles étaient capables de percevoir les vibrations les plus fondamentales de la réalité, vous entendriez quelque chose d'extraordinaire. Vous entendriez la musique de l'univers. Parce que selon la théorie la plus ambitieuse de la physique moderne, tout ce qui existe, votre corps, la chaise sur laquelle vous êtes assis, les étoiles dans le ciel, la lumière qui éclaire votre visage, tout ça serait en fait rien d'autre que de la musique. Des cordes qui vibrent dans des dimensions cachées, jouant la symphonie de l'existence. Cette idée peut paraître folle. Et pourtant, ça pourrait bien être la clé qui permettrait d'enfin comprendre pourquoi l'univers existe et pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Mais avant de vous révéler pourquoi est-ce que cette théorie bouleverse tout ce que nous croyons savoir sur la réalité, nous devons d'abord comprendre quel problème est-ce qu'elle tente de résoudre. Un problème si profond qu'il a hanté les plus grands esprits de notre époque. Un problème qui nous force à repenser la nature même de l'espace, du temps et de la matière. Imaginez que vous soyez un détective face à une scène de crime impossible. Vous avez deux témoins parfaitement fiables, mais leurs témoignages se contredisent totalement. Le premier témoin vous décrit un monde où tout est prévisible, où chaque effet a une cause claire, où l'espace et le temps forment une toile lisse qu'on appelle l'espace-temps. Le second témoin vous parle d'un monde chaotique, où les particules apparaissent et disparaissent sans raison, où la réalité elle-même semble floue et incertaine. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle se trouve la physique moderne depuis un siècle. Nous avons deux théories extraordinairement précises, mais qui semblent décrire deux univers complètement différents. D'un côté, nous avons la relativité générale d'Einstein. Cette théorie nous dit que l'espace et le temps ne sont pas un décor fixe, mais une toile dynamique qui se courbe sous l'effet de la matière et de l'énergie. C'est cette courbure que nous ressentons comme la gravité. Quand vous tombez, vous ne faites que suivre la géométrie de l'espace-temps. Cette théorie fonctionne à merveille pour décrire les planètes, les étoiles, les galaxies et même l'univers dans son ensemble. De l'autre côté, nous avons la mécanique quantique. Cette théorie nous révèle que dans l'infiniment petit, la réalité fonctionne selon des règles complètement différentes. Les particules peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Elles peuvent traverser des barrières infranchissables, elles peuvent s'influencer instantanément à travers l'espace. Cette théorie explique parfaitement le comportement des atomes, des électrons et de toutes les forces de la nature, sauf une, la gravité. Et voilà le problème. Ces deux théories, qui sont les piliers de la physique moderne, sont incompatibles. Quand vous essayez de les combiner, quand vous tentez d'appliquer les règles quantiques à la gravité, vous obtenez des résultats absurdes, des infinis partout, des calculs qui n'ont aucun sens, des prédictions impossibles. C'est comme si vous aviez deux langues parfaites pour décrire la réalité, mais qu'elles venaient de planètes complètement différentes. Comment traduire l'une à l'autre ? Comment réconcilier l'inconciliable ? Pendant des décennies, les physiciens ont cherché une solution. Ils ont imaginé des théories de plus en plus complexes, exploré des mathématiques de plus en plus abstraites. Mais rien ne fonctionnait vraiment. Jusqu'à ce qu'un jour, un jeune physicien italien, en 1968, fasse une découverte qui allait changer le cours de la physique. Il ne cherchait pas à révolutionner notre compréhension de l'univers. Il essayait simplement de résoudre un problème technique sur des particules nucléaires. Ce qu'il a trouvé était bien plus grand que ce qu'on s'imaginait. Il a découvert que la réalité pourrait être faite de musique. Nous sommes en 1968. Gabriele Veneziano, un jeune physicien de 26 ans, travaille dans son bureau de l'université de Turin. Il s'arrache les cheveux sur un problème qui obsède les physiciens depuis des années. Comment expliquer le comportement étrange des particules dans le noyau atomique ? Ces particules, qu'on appelle des hadrons, se comportent de façon bizarre. Quand elles entrent en collision, elles ne rebondissent pas comme des boules de billard. Elles semblent danser ensemble, s'échanger de l'énergie selon des patterns mystérieux, créer de nouvelles particules selon des règles que personne ne comprend. Veneziano cherche une équation, une formule mathématique qui pourrait décrire ces interactions. Il a essayé toutes les approches classiques, mais rien ne marche. Alors, dans un mouvement de désespoir créatif, il se souvient d'une vieille formule mathématique qu'il a étudiée à l'université.
la fonction bêta de l'air, inventée au XVIIIe siècle pour résoudre des problèmes de géométrie. Cette fonction n'a rien à voir avec la physique des particules. C'est un outil mathématique abstrait, une curiosité historique. Mais Veneziano se dit « Et si j'essayais ça, juste pour voir ?» Il prend la fonction de l'air, il l'adapte à son problème, il fait quelques calculs, et là, miracle. Non seulement ça marche, mais ça marche extrêmement bien. La formule prédit exactement le comportement des hadrons avec une précision stupéfiante. Mais il y a un problème énorme. Quand Veneziano analyse sa formule de plus près, il se rend compte qu'elle ne décrit pas des particules ponctuelles comme tout le monde le pensait. Elle décrit plutôt des objets étendus, comme des filaments, comme des cordes. Il faut vraiment comprendre la surprise. C'est un petit peu comme si vous cherchiez à comprendre pourquoi est-ce qu'une balle rebondit et que vous découvriez soudain que la balle n'était pas une sphère, mais une corde de violon. Au début, personne ne prend cette idée au sérieux. Des cordes, dans l'infiniment petit, ça semblait ridicule. Les particules sont des points, tout le monde le sait. Cette histoire de cordes doit être un artefact mathématique, une bizarrerie sans importance physique. Beaucoup d'autres physiciens commencent à creuser la question un petit peu partout dans le monde. Et plus ils creusent, plus ils découvrent quelque chose d'extraordinaire. Ces cordes ne sont pas des objets ordinaires. Elles vibrent. Et selon la façon dont elles vibrent, elles donnent naissance à différentes particules. C'est un petit peu comme une corde de guitare. Selon la note qu'on joue, elle produit des sons différents. Et bien c'est la même chose ici, sauf qu'au lieu des notes, la corde cosmique produit des particules différentes. Une corde qui vibre d'une certaine façon devient un électron. La même corde, vibrant différemment, devient un photon, ou un quark, ou n'importe quelle autre particule. Toute la diversité de la matière ne serait rien d'autre que différentes notes d'un instrument cosmique. Mais ça n'est que le début. Parce que quand les physiciens poussent cette idée jusqu'au bout, ils découvrent quelque chose d'encore plus stupéfiant. Pour comprendre ce qui va suivre, nous devons d'abord faire un voyage dans l'infiniment petit. Un voyage si profond dans la matière que nous allons atteindre les limites même de ce que signifie exister. Imaginez que vous puissiez rétrécir, encore et encore, jusqu'à devenir plus petit qu'un atome. Vous verriez d'abord les électrons qui dansent autour du noyau, un petit peu comme les planètes autour d'une étoile. Puis vous plongerez dans le noyau lui-même. Vous découvririez des protons et des neutrons, serrés les uns contre les autres par la force nucléaire. Mais continuez à rétrécir, plongez dans un proton, et vous découvririez qu'il n'est pas qu'une simple particule, mais un assemblage de particules plus petites, les quarks. Ces quarks sont liés ensemble par d'autres particules, les gluons, dans une danse frénétique d'énergie pure. Mais nous n'avons pas encore atteint le fond. Continuez à rétrécir jusqu'à une échelle si petite qu'il faudrait 35 zéros après la virgule pour l'exprimer en mètres. Vous atteignez ce qu'on appelle l'échelle de Planck, la plus petite distance qui ait un sens physique. Et là, selon la théorie des cordes, vous découvririez la vérité ultime sur la réalité. Vous ne verriez plus des particules ponctuelles, ces points sans dimension que nous imaginons depuis un siècle. Vous verriez des filaments, des boucles d'énergie pure, des cordes qui vibrent dans un espace qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons. Parce que voici le secret le plus troublant de la théorie des cordes. Ces cordes ne vibrent pas dans notre espace à 3 dimensions. Elles vibrent dans un espace qui en compte 10, ou 11 selon les versions de la théorie. Mais attendez, 10 dimensions ? 11 dimensions ? Où sont ces dimensions supplémentaires ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les voir ? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que selon la théorie des cordes, ces dimensions supplémentaires sont là, tout autour de nous, à chaque instant. Elles sont compactifiées, repliées sur elles-mêmes, à une échelle si petite que nous ne pouvons même pas les percevoir. Pour comprendre cette idée, imaginez que nous regardions un tuyau d'arrosage de très très loin. Il semble unidimensionnel, un petit peu comme une ligne. Mais si vous vous approchez, vous découvrez qu'en réalité, elle est en 3 dimensions. Longueur, largeur et hauteur. La largeur et la hauteur étaient cachées par la distance. De même, notre espace pourrait avoir des dimensions cachées, invisibles parce qu'elles sont repliées à l'échelle de Planck.
À chaque point de notre espace tridimensionnel, il y aurait 6 ou 7 dimensions supplémentaires enroulées dans des formes géométriques d'une complexité inouïe. Ces formes ont un nom, les variétés de Calabi-Yau, du nom des mathématiciens qui les ont découvertes. Ce sont des objets géométriques si complexes qu'il faut des ordinateurs pour les visualiser, des formes qui défient l'imagination humaine. Mais voici le plus extraordinaire, la façon dont ces dimensions seraient repliées détermine les lois de la physique que nous observons. C'est comme si l'univers était un origami cosmique et que chaque pliage différent donnerait naissance à un univers avec des lois différentes. Mais pourquoi cette complexité ? La réponse nous amène au problème que nous avons évoqué au début, l'unification des forces. Pour comprendre pourquoi la théorie des cordes nécessite toutes ces dimensions, nous devons d'abord comprendre ce qu'elle tente d'accomplir. Unifier toutes les forces de la nature en une seule description cohérente. Dans notre univers, il existe 4 forces fondamentales, 4 façons dont la matière peut interagir avec elle-même. Pendant longtemps, ces forces semblaient complètement différentes, sans aucun lien entre elles. D'abord, il y a la force électromagnétique, celle qui fait fonctionner vos appareils électroniques, qui maintient les électrons autour du noyau des atomes. C'est une force à longue portée qui peut agir à travers l'espace vide. Et puis, il y a la force nucléaire forte, celle qui maintient les protons et les neutrons ensemble dans le noyau atomique. C'est la force la plus puissante de la nature, mais elle n'agit qu'à des très courtes distances. Il y a aussi la force nucléaire faible, responsable de certains types de radioactivité. Elle est plus faible que la force forte, et elle agit à des distances encore plus courtes. Et enfin, il y a la gravité, la plus faible de toutes, mais c'est celle qui domine à grande échelle parce qu'elle agit sur toute la matière et l'énergie. Pendant longtemps, ces 4 forces semblaient n'avoir aucun rapport entre elles, mais au XXe siècle, les physiciens ont commencé à découvrir des liens cachés. D'abord, ils ont réalisé que la force électromagnétique et la force nucléaire faible ne sont en réalité que 2 aspects d'une même force qu'on appelle la force électrofaible. À très haute énergie, ces 2 forces se comportent de la même façon. Et puis ils ont découvert que la force nucléaire forte pouvait elle aussi être unifiée avec la force électrofaible dans ce qu'on appelle les théories de grande unification. Mais la gravité résistait. Elle refusait obstinément de se laisser unifier avec les autres forces. Chaque tentative se soldait par un échec. Chaque calcul semblait impossible et donnait des résultats absurdes. Et c'est là qu'intervient la théorie des cordes. Parce que dans cette théorie, les 4 forces ne sont pas des entités séparées. Ce sont des manifestations différentes d'un seul phénomène, la vibration des cordes. Imaginez un violon cosmique. Selon la note qu'il joue, il produit une force différente. Certaines vibrations donnent naissance à l'électromagnétisme, une autre à la force nucléaire forte, une troisième à la force nucléaire faible, et la 4e à la gravité. Mais pour que cette symphonie fonctionne, il faut que toutes les notes puissent être jouées par le même instrument. Il faut que l'instrument ait suffisamment de cordes. Et c'est exactement ce que fournit les dimensions supplémentaires, l'espace nécessaire pour que les cordes puissent vibrer selon tous les modes requis. C'est comme si vous vouliez jouer une symphonie de Beethoven sur un violon avec une seule corde. C'est impossible. Vous avez besoin de plusieurs cordes différentes, accordées différemment, pour produire toute la richesse harmonique de la musique. De même, l'univers a besoin de plusieurs dimensions pour produire toute la richesse des phénomènes physiques. Le problème, c'est que cette unification a un prix que certains physiciens trouvent trop élevé. Quand les physiciens ont commencé à explorer sérieusement la théorie des cordes, dans les années 80-90, ils ont découvert quelque chose de troublant. Cette théorie, qui est censée donner une description unique et élégante de la réalité, semble en fait prédire une infinité d'univers possibles. Le problème vient de la façon dont les dimensions supplémentaires peuvent être repliées. Il n'y a pas une seule façon de faire un origami cosmique, il y en a des milliards, des trilliards. En fait, selon les calculs les plus récents, il pourrait y avoir 10 puissance 500 façons de replier les dimensions supplémentaires. Pour vous donner une idée de ce nombre hallucinant, sachez qu'il y a seulement 10 puissance 80 atomes dans l'univers observable.
Le nombre d'univers possibles selon la théorie des cordes dépasse de loin le nombre d'atomes dans notre univers. Chaque façon différente de replier les dimensions donne naissance à un univers avec des lois physiques différentes. Dans certains univers, les électrons seraient plus lourds, dans d'autres, la gravité serait plus forte. Dans d'autres encore, il n'y aurait peut-être même pas d'atomes du tout, juste un océan de particules exotiques. C'est ce qu'on appelle le paysage de la théorie des cordes. Et ce paysage pose un problème fondamental. Si toutes ces possibilités existent, comment expliquer pourquoi est-ce que nous vivons dans cet univers plutôt que dans un autre ? Certains physiciens ont proposé une réponse radicale. Peut-être que tous ces univers existent réellement. Peut-être que notre univers n'est qu'une bulle dans un océan cosmique infini où toutes les possibilités se réalisent quelque part. C'est l'idée du multivers, cette hypothèse vertigineuse selon laquelle notre réalité ne serait qu'une note dans une symphonie cosmique infinie où toutes les mélodies possibles sont jouées simultanément. Mais d'autres physiciens trouvent cette idée profondément insatisfaisante. Si tout est possible, alors rien n'est prévisible. Si toutes les lois physiques existent quelque part, alors la théorie perd son pouvoir explicatif. Elle devient une théorie qui explique tout et donc rien. C'est l'un des grands débats qui agitent la physique moderne. La théorie des cordes est-elle une théorie scientifique ou est-elle devenue une forme de métaphysique mathématique ? Pour comprendre l'ampleur de la controverse, nous devons revenir au fondement même de la méthode scientifique. Qu'est-ce qui fait qu'une théorie est scientifique ? Qu'est-ce qui la distingue simplement de la philosophie ? Selon le philosophe Karl Popper, une théorie n'est scientifique que si elle est falsifiable, c'est-à-dire si elle fait des prédictions précises qui peuvent être testées et potentiellement réfutées par l'expérience. La relativité d'Einstein, par exemple, prédisait que la lumière devait être déviée par la gravité. Cette prédiction a pu être testée lors de l'éclipse solaire en 1919 et s'est révélée exacte. La mécanique quantique prédit des phénomènes comme l'effet tunnel ou l'intrication quantique qui ont été observés en laboratoire. Mais la théorie des cordes, après plus de 50 ans de développement, elle n'a produit aucune prédiction testable. Les énergies nécessaires pour observer directement les cordes sont si élevées qu'elles dépassent de loin les capacités de nos accélérateurs de particules. Il faudrait construire un accélérateur de la taille du système solaire pour avoir une chance d'observer une corde. C'est ce qui a conduit certains physiciens, comme Peter Voigt de l'Université de Columbia, à déclarer que la théorie des cordes est même pas fausse. Une référence à une phrase du physicien Wolfgang Pauli qui disait d'une théorie particulièrement fausse qu'elle n'était même pas fausse, tellement elle était vague et invérifiable. Lee Smolin, du Perimeter Institute, a écrit un livre entier sur ce qu'il appelle le problème de la physique, accusant la théorie des cordes d'avoir détourné une génération entière de physiciens vers une voie sans issue. Mais les défenseurs de la théorie des cordes ne se laissent pas décourager. Edward Witten, un des physiciens les plus respectés au monde, soutient que la théorie a déjà produit des insights profonds sur la nature de la réalité, même si elle n'a pas encore fait de prédictions testables. Et puis, il y a des développements récents qui ont redonné espoir aux théoriciens des cordes. L'une des découvertes les plus surprenantes des dernières décennies est que la théorie des cordes, même si elle ne peut pas encore être testée directement, a trouvé des applications dans des domaines complètement inattendus. En 1997, Juan Maldacena, un physicien argentin, a découvert quelque chose d'extraordinaire. Il a montré qu'une théorie des cordes dans un espace à 5 dimensions était mathématiquement équivalente à une théorie quantique des champs dans un espace à 4 dimensions. Cette découverte, qu'on appelle la correspondance ADS-CFT, a révolutionné notre compréhension de la relation entre la gravité et la mécanique quantique. Elle suggère que l'information contenue dans un volume d'espace peut être entièrement encodée sur la surface, comme un hologramme. Cette idée holographique a des implications profondes. Ça suggère que notre univers tridimensionnel pourrait n'être qu'une projection d'informations stockées sur une surface bidimensionnelle située aux confins du cosmos. Nous serions tous des hologrammes, mais sans le savoir. Mais plus concrètement, cette correspondance a permis aux physiciens d'utiliser la théorie des cordes pour résoudre des problèmes dans d'autres domaines. Par exemple, elle a aidé à comprendre le comportement de certains supraconducteurs à haute température, un phénomène crucial pour le développement de nouvelles technologies. Elle a aussi permis de faire des progrès sur l'un des problèmes les plus difficiles de la physique,
comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Grâce à la correspondance holographique, les physiciens peuvent maintenant étudier les trous noirs en analysant des théories quantiques plus simples. Ces applications montrent que la théorie des cordes, même si elle n'a pas encore tenu ses promesses originales, continue de produire des insights précieux. Elle est devenue un outil mathématique puissant, même si son statut de théorie physique fondamentale reste controversé. Mais il y a peut-être une raison plus profonde pour laquelle la théorie des cordes continue de fasciner les physiciens. Une raison qui va au-delà des équations et des expériences et qui touche à quelque chose de fondamental dans la nature humaine. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans l'idée que toute la complexité de l'univers puisse émerger d'un principe simple, que toute la diversité de la matière, de l'énergie, que toutes les forces, que toutes les particules ne soient que différentes notes d'une mélodie cosmique. Cette quête de l'unification n'est pas nouvelle, elle remonte aux philosophes grecs qui cherchaient déjà l'élément fondamental dont tout le reste était fait. Thalès pensait que c'était l'eau, Anaximène croyait que c'était l'air, Héraclite penchait plutôt pour le feu. Mais c'est Pythagore qui a eu l'intuition la plus profonde. Il a découvert que les harmonies musicales correspondaient à des rapports mathématiques simples. La note qui sonne une octave plus haut a une fréquence exactement double. L'accord parfait correspond à un rapport de 3, 4, 5. Cette découverte l'a mené à une idée révolutionnaire. Tout est nombre. L'univers tout entier, pensait-il, était construit sur des principes mathématiques. Les planètes elles-mêmes, dans leur course, produisaient une musique des sphères, inaudible à l'oreille, mais perceptible à l'esprit. Cette vision pythagoricienne a inspiré des générations de scientifiques. Kepler cherchait les harmonies dans les orbites planétaires. Newton découvrait que les mêmes lois régissaient la chute des pommes et le mouvement de la Lune. Einstein rêvait d'une théorie unifiée qui révélerait l'harmonie cachée de l'univers. La théorie des cordes est l'héritière directe de cette tradition. Elle nous dit que l'univers est littéralement fait de musique, que chaque particule est une note dans une symphonie cosmique et que les lois de la physique ne sont rien d'autre que les règles de l'harmonie universelle. Si la théorie des cordes est vraie, alors chaque atome de votre corps est une note dans une partition cosmique. Votre cœur qui bat, vos neurones qui s'activent, vos cellules qui se divisent, tout cela ne serait que de la musique, des variations d'un thème universel. Et quand vous écoutez une symphonie de Beethoven ou une chanson qui vous émeut, vous ne faites peut-être que reconnaître l'écho de votre propre nature profonde. Vous entendez l'univers qui chante en vous, et vous qui chantez avec l'univers.